Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle émission de Pépitor. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Ce sont juste des échanges entre passionnés. Ensuite, un petit rappel sur le salon que vous trouverez dans notre boutique avec Tino, Mika et Xavier. Et enfin, le séminaire virtuel avec toujours les masterclass en replay. Et aujourd'hui, une nouvelle émission des mousquetaires. On se voit une fois tous les trimestres pour faire un petit point macro, géo et un petit point de marché. Donc, on reçoit ce soir, on commence par en haut, à droite, Xavier. Salut Xavier, comment vas-tu? Salut tout le monde, salut, bah, ça va super, j'espère que vous aussi, et puis bah, très très content de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année. Euh, voilà, j'espère que vous allez apprécier comme d'habitude. D'accord, donc Xavier, analyse technique et animateur, plutôt intraday swing, on va dire, du salon MTT. C'est Ensuite, ça. Richard, Ricardo, avec sa chaîne YouTube et ses interventions sur Twitter et ses formations. Salut Ricardo, comment vas-tu? Ça va très bien, très occupé, mais ça va très bien. Ok, me fait plaisir de te revoir. Tu nous rappelles le nom de ta chaîne pour donner un peu de pub, de visibilité? Fondamentalement, bourse. Ok, fondamentalement bourse, voilà. Donc bien, fondamentalement et bourse, c'est bien. Et Ça pour représente un finir, peu ce que je fais. the last but not the least, Pierre Verret, broker responsable monde, France et univers d'Active Trade. D'Active Trade, j'ai vu, vous avez reçu un award cette semaine, j'ai reçu un petit message, non? Comme le meilleur broker, c'est ça? Ouais, absolument. Bah, alors déjà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à Xavier, bonjour Richard, salut Denis et salut à tous ceux qui nous écoutent. Je suis très content d'être là et de participer à cette dernière émission de l'année, comme disait Xav. Et effectivement, non, Active Trades, on a reçu, on n'en a pas reçu qu'un seul d'award récemment. Bah, c'est la fin d'année, de toute façon, c'est un petit peu la période. Et on est très content. Il y a plein de nouvelles choses qui se passent du côté du broker, notamment pour 2024. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais ouais, on est très content en tout cas. Apparemment, c'est TradingView qui vient de plus en plus présent, c'est ça, non? Il n'y a pas que ça. Il y a effectivement le partenariat qui devient de plus en plus étroit avec TradingView. On a notre nouvelle plateforme de trading qui arrive pour janvier. On a deux nouveaux produits, de produits réels cette fois-ci, qui devraient arriver premier semestre 2024. Donc on parle plus de CFD, on parle de vraies actions, on parle de vrais contrats futurs, etc. Donc voilà, la Ah société ouais. évolue, s'étend. Non, ça commence à être plutôt pas mal, ouais. Alors moi je voulais dire quelque chose, rappeler quelque chose que moi j'avais complètement zappé, en fait c'est Gilles qui me l'a rappelé d'ailleurs, c'est que vous faites des cryptos aussi. Et des cryptos en ce moment ça peut être intéressant, mais on en parlera plus tard, hein. Mais c'est vrai qu'on peut trader les cryptos sur TradingView. Intéressant. On commence par faire un petit débrief de marché. Donc la dernière fois qu'on s'était vu au mois de septembre, on était tous d'accord pour dire que c'était presque un haut de marché et qu'il allait avoir une consolidation. Xavier avait d'ailleurs brillamment donné le point de rebond qui était 6800 points. Bravo Xavier. Ouais, Yes, ouais, ouais. merci. Non, mais en vrai, j'avais donné 6100 points, 6800 points parce que c'était vraiment un seuil technique assez évident, mais à titre personnel, bon, je l'ai beaucoup rappelé, que ce soit sur les vidéos que je fais toutes les semaines, tu sais, pour ta chaîne, Mhm. Denis. Moi, je pensais vraiment que ça allait baisser encore un petit peu plus, ça allait vraiment faire un creux sous les 1800 points avant de repartir. Mais la stratégie, c'était vraiment voilà, d'acheter en deux fois. Il y avait vraiment cette zone des 6008. Et après, s'il y avait un petit creux encore de 2-3%, pourquoi pas renforcer? Moi, je pensais vraiment que ça allait le faire, ce petit creux. Il n'a pas eu lieu. Et puis, c'est reparti en ligne droite. Et les marchés ont repris. Je regardais tout à l'heure encore certaines boîtes du CAC. Tu prends Schneider Electric, plus 30% en un mois et demi. C'est pas tous les jours que tu vois ça, quoi. Ouais. C'était vraiment à la cave et c'est bien remonté. Donc, fin de l'année, vous la voyez comment? On continue le rebond? On rentre en marché haussier? Parce que pour l'instant, on rappelle, on est en train de consolider enfin, si vous êtes d'accord, vous me direz, hein, on est en train de consolider la baisse 2023, c'est ça? Ou pour vous, on est déjà en marché haussier? Alors, bah, je veux bien commencer si ça Mhm. vous dérange pas, Richard et Xav. Bon, pour comprendre ce qui va se passer sur 2024, je pense que c'est essentiel de voir un petit peu les catalyseurs, les catalystes aussi qu'on a eu sur ce troisième trimestre, depuis qu'on a parlé au mois de septembre.
Bon, je pense que ça a échappé à personne. Ce qui a poussé, un des facteurs les plus importants qui a poussé le marché des actions, le marché des indices, qui fait partie du marché des actions, à la hausse, c'est essentiellement. En fait, il y en a eu deux, à mon sens. Peut-être que Richard et Xavier pourront compléter. On a d'un côté, évidemment, tout ce qui se passe du côté monétaire, avec notamment les attentes accommodantes et puis le pivot accommodant très attendu et très pricé par les investisseurs, à la fois aux États-Unis comme en Europe. Je parle, pour ceux qui n'avaient pas suivi, de la fin du cycle de resserrement monétaire. On en est là, clairement. On a des niveaux d'inflation qui diminuent à la fois en Europe et aux États-Unis. Même si on a des banquiers centraux, comme c'était le cas notamment vendredi dernier, qui essayent, autant que faire se peut, de tempérer un petit peu les espoirs accommodants. Je pense que les investisseurs ont intégré très fortement dans les prix la fin du cycle de resserrement monétaire et voire même certaines baisses de taux déjà pour 2024 qui commencent à être pressées, notamment sur les dot plots comme on a pu le voir. Donc est-ce que ça aura lieu premier semestre comme certains le disent? Je pense pas. Est-ce que ça aura lieu plus tard dans l'année? C'est probable. On verra, mais en tout cas on en est là. On est face à des investisseurs qui saluent justement donc cette fin de cycle de resserrement monétaire aux États-Unis comme en Europe. Donc enfin l'inflation qui diminue, même si elle reste quand même élevée, comme certains officiels le rappellent toujours. Je pense que ça vient nuancer un petit peu le discours. Mais j'ai l'impression en tout cas que les investisseurs vraiment sont impatients de voir ce cycle de resserrement monétaire se terminer. Et c'est ça qui pousse un petit peu, clairement, en tout cas les marchés à la hausse depuis fin octobre, début novembre. Il y a un deuxième phénomène aussi, qui est beaucoup plus, complexe à analyser. Je pense que ça pourrait être sympa d'en parler parce que j'aimerais notamment avoir l'avis de mes confrères Xavier et Richard sur cette question. Je parle notamment de la question géopolitique avec ce qui s'est passé notamment au Middle East, au Moyen-Orient, pardon. Ça, c'est quelque chose qui a eu un effet notamment aux États-Unis. On a eu des enveloppes qui se sont... je parle surtout de l'impact sur les dernières données du PIB aux États-Unis qui se sont vues très robustes. Richard, on a notamment parlé sur Twitter et sur ta chaîne. J'ai pu suivre un petit peu le contenu que tu avais fait récemment. On a la guerre, en tout cas le conflit qu'on a pu voir justement au Moyen-Orient, je pense, a dynamisé, a débloqué déjà certaines enveloppes de dépenses. Là, je parle vraiment des États-Unis, je ne parle pas de l'Europe. Et je pense qu'elle a eu un impact positif sur les données du PIB à court terme. Et je pense d'ailleurs que ça fausse un petit peu justement ces données du PIB qui sont très robustes aux États-Unis. Et qui, de surcroît, alimente justement les attentes accommodantes, pas les attentes accommodantes, mais qui, alimente l'enthousiasme et l'appétit acheteur des investisseurs par rapport au marché des actions, puisque ça diminue justement la probabilité d'une récession que certains voyaient encore il y a quelques mois au pays de l'oncle Sam. Donc je pense que la guerre, on va développer plus en détail, je ne veux pas monopoliser la parole pendant trop longtemps, mais je pense que la guerre au Moyen-Orient a eu un impact assez positif justement sur le PIB américain. Elle a remis pas mal de personnes au travail et a débloqué pas mal d'enveloppes de dépenses dans plusieurs secteurs. Voilà, donc, c'est intéressant ce que tu dis. Peut-être qu'on parlera du volet conflit dans la deuxième partie, en partie géopolitique. Tu disais oui. qu'on attend probablement le pivot de la Fed. Mais bon, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On achète la rumeur, on vendra la news. Quand on aura le prix, parce qu'en fait, ce jeu de taux, c'est un jeu entre on monte jusqu'à ce qu'il y ait récession. Alors pour l'instant, on attend que ça descende pour pouvoir avoir des crédits plus facilement. Mais après, quand ça va descendre, est-ce que le marché va pas penser « Ah, mais si on descend, c'est qu'on est en récession ». Et c'est que la santé financière, la santé économique du monde ne va pas bien. Alors, est-ce que c'est pas à double tranchant, en fait ? C'est très intéressant ce que tu dis, Denis. Je vais répondre sur ce point-là. Après, je laisserai la parole à mes confrères. En fait, ce qu'il faut comprendre, le principe de base des cycles de resserrement et d'assouplissement monétaire, effectivement, quand une banque centrale est dans un cycle de resserrement monétaire, c'est qu'elle veut éviter la surchauffe de l'économie. Donc, quelque part, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'économie s'en sort bien. C'est-à-dire que l'économie va bien, on monte les taux.
Voilà. Donc, Généralement, voilà, c'est pour éviter l'état de surchauffe de l'économie. Alors évidemment, chaque cycle de resserrement et d'assouplissement est à remettre dans un contexte particulier, mais en théorie, de manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Et quand une banque centrale démarre un cycle de resserrement monétaire, donc c'est une bonne nouvelle, ça dynamise l'appétit des investisseurs pour la monnaie de la zone économique en question. C'est pour ça que justement, pendant toute la durée du cycle de resserrement monétaire aux États-Unis, par exemple, puisqu'on parle de ça, on a pu voir le dollar index, donc le dollar s'apprécier face à un panier de devises majeures. Là, on peut voir justement que le dollar a commencé à baisser depuis justement l'anticipation des investisseurs quant à l'arrêt de ce déjà dans un premier temps l'arrêt de ce cycle de resserrement monétaire et ensuite les anticipations justement d'une politique beaucoup plus souple, beaucoup plus accommodante de la part de la Réserve fédérale américaine. En fait, concrètement, généralement, c'est ça. Quand vous avez, c'est pour ça que à chaque fois dans les mousquetaires, j'essaye de parler de ces classes d'actifs. Vous avez le forex, les matières premières, les taux, et puis les actions. Et ces classes d'actifs fonctionnent un petit peu comme des vases communicants. Quand le cash sort quelque part, c'est qu'il va ailleurs. Si vous voulez un bon setup pour le marché des actions, ce sont des rendements obligataires qui diminuent avec un dollar, enfin là pour le coup on parle d'actions américaines, mais avec une monnaie qui diminue aussi. Si vous êtes dans un setup où la monnaie s'apprécie et les marchés obligataires descendent, généralement c'est que le cash est en train de se barrer des actifs à risque et que justement ça donne des baisses sur le marché des actions. Là, c'est un petit peu l'inverse qu'on a pu voir, comme vous avez pu le voir depuis fin octobre, début novembre. On a vu le dollar se déprécier et on a vu également les rendements obligataires, donc les rendements obligataires baisser, ça veut dire que les obligations montent. C'est-à-dire que le cash retourne dans le marché dans les actifs à risque. C'est exactement ce qu'on a pu voir. Le dollar a descendu, les marchés obligataires ont augmenté, les taux à 10 ans américains, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi comme moi, mais depuis l'impact sur les 5% des rendements obligataires à 10 ans, on n'a fait que de baisser, on est en dessous des 4% là, ce matin. Et puis, on a pu voir le S&P, le Nasdaq sur des plus hauts. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, pour répondre à ta question, Denis, est-ce qu'on achète la rumeur, on vend la news? C'est un petit peu le jeu de l'investisseur en ce moment. D'ailleurs, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés, on a eu des NFP aux États-Unis qui étaient supérieurs aux attentes. On a eu des taux de chômage en ligne avec les attentes ou même supérieurs aux attentes également. Enfin, plus positif que prévu en tout cas. Donc ça soutient l'appétit des investisseurs. Les sorties économiques, les dernières sorties économiques aux États-Unis ont énormément alimenté le sentiment de fin de resserrement monétaire, avec notamment l'inflation qui diminue, etc. Mais d'un autre côté, on a les officiels de la Fed qui nous disent attention, l'inflation reste élevée. Calmez-vous. Enfin, on sent en tout cas qu'il y a un narratif du côté de la Fed qui se met en place en disant voilà, ne pricez pas trop le cycle d'assouplissement à venir trop rapidement. C'est vrai que tu as raison, Denis, les investisseurs ont tendance à réagir un petit peu trop rapidement par rapport à ce qui se passe dans l'économie réelle. Maintenant, c'est un petit peu le jeu qu'on a entre les données qui sont digérées par les investisseurs et le narratif de la Fed. Donc voilà où on en est. Là, on a l'inflation européenne aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, vous m'arrêtez si je me trompe. Donc je pense qu'on a... Enfin, aujourd'hui, je précise pour ceux qui nous regardent, nous sommes mardi 19 décembre. Donc on passera l'émission vendredi. J'espère qu'il n'y aura pas un gros crack ou un gros problème d'ici vendredi, parce qu'on va avoir l'air un peu imbécile. Mais bon, on enregistre mardi. Ouais. Voilà, absolument. Donc, il y a fort à parier, je peux me tromper, mais imaginons que les données de l'inflation ressortent meilleures qu'attendues ou en ligne avec les attentes. Ça devrait dynamiser l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque dans la zone euro. Donc, les indices, les actions devraient continuer à grimper jusqu'à ce que Christine Lagarde, entourée de son board de gouverneurs à la Banque Centrale Européenne, viennent tempérer un petit peu l'appétit des investisseurs. On verra. De toute façon, nous sommes dans la 3e semaine de décembre, qui est statistiquement assez haussière pour le marché des actions. Donc, ça va être effectivement assez intéressant de voir comment les choses vont se développer sur les semaines à venir et un peu plus loin pour le début 2024. Pour finir sur les taux, j'ai vu pas mal de trucs passer en disant que
qu'on applaudissait des deux mains la politique des taux aux États-Unis, mais par contre, tout le monde disait qu'en Europe, on était toujours en retard comme d'habitude, et que c'était pas aussi bien fait, aussi bien mené, que les résultats se rendent pas aussi bons qu'aux États-Unis. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que vous en pensez, pardon? Alors, la question, c'est quoi? C'est sur les taux d'emprunt? C'est sur comment surnoter un peu l'action de la BCE, apparemment. Moi, j'ai vu passer pas mal de commentaires disant que la Fed avait réagi bien, à temps, vite et bien, et que la BCE, comme d'habitude, était en retard. Et comme d'habitude, les US vont surperformer l'Europe. Non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord avec avec ce discours-là. Il est vrai que la BCE, dans son narratif, est beaucoup plus tempéré, j'allais dire, qu'aux États-Unis. Sur les dernières réunions de banque centrale de la BCE, on a pu, en fait, on a Christine Lagarde qui confirme que l'inflation est en train de baisser, mais à aucun moment il a été fait mention d'une baisse des taux. Il a même été dit que les taux les taux d'emprunt pouvaient rester plus hauts pour plus longtemps. Enfin, elle n'a pas mentionné justement de nouvelles hausses à venir, mais le discours de Christine Lagarde, c'est le suivant, c'est on va prendre notre temps, on attend de voir et on reste dépendant des données économiques. Vraiment, elle veut pas alimenter de sentiments accommodants. Alors, c'est vrai que le sentiment accommodant est énormément alimenté par ce qui se passe aux États-Unis. Généralement, ce qui se passe aux États-Unis va de concert avec ce qui se passe en Europe, ou plutôt l'inverse. Mais je pense quand même que la Banque centrale européenne est dans la même quasiment, enfin dans une configuration un peu similaire à ce qui se passe aux États-Unis en termes de baisse de l'inflation, mais on n'est pas du tout dans le même narratif. Donc moi, je pense quand même que Christine Lagarde, elle est assez claire là-dessus. Elle dit que l'inflation reste relativement élevée et qu'il va falloir attendre plusieurs mois, plusieurs rapports sur l'inflation avant de pouvoir confirmer un ajustement des politiques monétaires actuelles. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans le wait and see sur la politique monétaire européenne. Alors que c'est beaucoup plus marqué aux États-Unis, on a quand même une augmentation. Je pense qu'on a beaucoup plus d'anticipation accommodante aux États-Unis qu'en Europe. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Évidemment, ce qui se passe aux États-Unis agit un petit peu comme un effet de locomotive avec ce qui se passe en Europe, mais il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense que ça résume assez bien la situation qui se passe en Europe. Peut-être que Richard pourra compléter un petit peu ce que je suis en train de dire, ou pas d'ailleurs, avoir un avis complètement différent. Mais on n'est pas encore sorti du bois. Faut calmons-nous. L'inflation reste élevée. C'est vrai qu'elle descend. La tendance est à la baisse. Mais il faut attendre beaucoup plus de preuves solides et tangibles avant d'espérer en tout cas un ajustement significatif des politiques monétaires en Europe. Alors, donc on va finir notre levier, notre première partie sur le marché. Vous, l'an prochain, vous voyez ça comment, Xavier et Richard? L'inflation à 2%, c'est possible. On continue à monter et dans ce cas, on a vraiment touché un bottom et on part en marché haussier, ou alors on fait une consolidation, on est à plat, on descend. Je ne sais pas, vous voyez ça comment Richard, commence peut-être. T'as pas eu la parole encore depuis le début de l'émission. C'est vrai que... Je vous écoute avec attention. Non, si, comment il s'appelle, Pierre a raison. C'est pas gagné, mais la bourse et l'investissement, c'est anticiper, c'est prendre des décisions, quoi. Et moi, personnellement, je suis désinflationniste depuis longtemps, et je pense que ça va continuer. Mais on arrive sur un bottom où il y aura des frictions pour pas que ça baisse plus bas. Il va falloir qu'on distingue quand même la notion d'inflation de services et d'inflation manufacturière, puisqu'il y a quand même une grosse décorrélation entre les deux. Et sur les services, on voit la tension qui est due quand même à la pyramide des âges, tout simplement, et qui restera, à mon avis, une donnée long terme sur le sujet, qui fait que retourner vers des inflations comme on a connu quasiment à zéro, ça paraît compliqué. Mais on peut baisser de manière... Vous savez, depuis le Covid, on se prend des portes de saloon sur le macroéconomique, sur le géopolitique aussi, mais
Et on se prend des portes de saloon aussi sur les marchés, ce qui est super hein, pour les traders, hein, parce qu'il y a il y a vraiment du directionnel, soit haussier, soit baissier à différents moments, et ça c'est super intéressant. Mais euh, ce que dit Christine Lagarde, moi je peux la comprendre parce qu'elle est vraiment dans une situation compliquée, mais c'est pas elle, c'est l'Europe. Et ça fait combien de temps qu'on est dans la même merde, excusez-moi du terme, mais c'est la même chose. C'est aujourd'hui pourquoi on a des taux d'intérêt élevés en Europe avec de la récession. Ça y est, en France, on est à moins 0,1 aussi, que dalle, mais on est quand même en dessous de zéro, quoi. Et en Allemagne, qui sont quand même encore les deux pays porteurs de cette Europe, quoi. Ben, tout simplement parce que on est complètement dépendant des énergies fossiles. Et si les gens n'arrivent pas à faire la connexion entre ce qui se passe géopolitiquement, ce que je dis sur le pétrole, ce qui fait qu'on a une politique de taux qui est ce qu'elle est en Europe et qui est liée au fait de tenir l'euro par rapport au dollar, et ben, si les gens ne comprennent pas le mécanisme qu'on vient de dire, ben, il faut creuser parce que la mécanique absolue que nous subissons, les taux d'intérêt européens ne devraient pas être à ce niveau-là. Clairement, il ne devrait pas y être. Mais on n'a pas le choix. Sinon, on a un décrochage de l'euro. Et si les taux d'intérêt baissent, on décroche l'euro, on a un pétrole qu'on achètera beaucoup trop cher. Donc, on aura de l'inflation réelle, l'IPC, non pas l'IPC corps, mais l'IPC qui sera très fort. Parce qu'on paiera un pétrole très très cher. Le Donc, pétrole on est et le gaz condamné. maintenant, puisqu'on n'achète plus le gaz à la Russie, on l'achète aux États-Unis, donc on l'achète vraiment en dollars en plus. Oui, mais je crois que même aux Russes, on les achetait encore en dollars. C'est peut-être terminé maintenant, mais on est tellement dépendant des énergies fossiles en Europe que de toute façon, tant qu'on sera dans cette situation-là, on ne pourra pas avoir une politique de taux qui soit la vraie politique de taux qu'on devrait appliquer aujourd'hui. À l'instant aujourd'hui, ça devrait être du 1, 1, 2. On devrait décaler 2-3 points avec les Américains parce qu'on n'a pas la croissance. On n'a pas la croissance sur l'Europe qu'ont les États-Unis. Aujourd'hui, on est récessif en Europe quand les Américains nous sortent un trimestre 3 à plus 5,5. C'est-à-dire quasi au-dessus de la Chine. Et juste derrière l'Inde. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de l'énormité d'écart entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Et quelle est la raison profonde, macroéconomique, je dirais continentale, qui pose le problème? C'est le pétrole. Il faut qu'on arrête le pétrole. Et ce qui explique aujourd'hui cette poussée absolue de l'Europe vers les énergies dites renouvelables. À vrai dire, ce qu'on veut, c'est arrêter de payer des factures aux Américains, aux Russes et aux Saoudiens, quoi. Enfin, c'est quand même 3 pays qui nous veulent pas du bien. Faut qu'on en soit conscient. Hein. Mais si on arrête le pétrole, on prend quoi? Parce que le gaz, c'est pareil, on est dépendant de l'extérieur. Les éoliennes, c'est bien, mais bon, il faudra en mettre de partout. Le solaire, c'est... dans le sud de l'Europe, ça va, mais dans le nord, pas. Pas facile, hein. Le nucléaire, alors? Denis, clairement, l'orientation, elle est annoncée. L'orientation, elle est effectivement les ENR avec ces problématiques éoliens. Enfin, pour moi, l'éolien, c'est pas du terrestre, hein, c'est du offshore qu'il faut absolument, et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et c'est vraiment une évidence absolue. Quand tu vois les rendements, si vous étudiez un petit peu les chiffres sur les rendements d'une éolienne offshore par rapport à une éolienne qui est au fin fond d'une vallée dans les Alpes, parce que j'en ai vu de mes yeux vus, c'est un truc de fou. Il faut arrêter les éoliennes sur le terrestre, quoi. Et ça, c'est la première chose. Faire du photovoltaïque, évidemment. Et puis, deuxième chose, l'orientation qui vient d'être prise, je dirais, de manière un peu partout, et sans que ça se sache trop, mais que nous, on suit parce qu'on est habitué, c'est le nucléaire. Les Suédois, ça y est, ils ont décidé que ce serait du nucléaire à fond, quoi. Ça y est, c'est fait, c'est décidé. Le nucléaire. Et les Allemands ont fait un pari. Les Allemands, ils vont revenir en arrière, ils vont remettre en route le nucléaire. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'il faut arrêter d'acheter du pétrole. Il faut qu'on arrête d'acheter du pétrole. Alors on peut critiquer les voitures électriques elles sont polluantes, mais il faut savoir que tout ce qui est dit contre, qui bâche les ENR, enfin les énergies renouvelables, l'électrique, etc., tous ceux qui bâchent ça, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont influencés par le lobby du pétrole. Enfin, le lobby du pétrole, c'est un lobby gigantesque. Et aujourd'hui, quand je vois les complotistes, alors ils sont très intéressants sur plein de sujets, mais moi, j'en connais, je leur dis, mais vous êtes manipulés par l'industrie du pétrole. Parce que l'industrie du pétrole ne veut absolument pas que l'Europe devienne électrique. Absolument pas. Et ça s'entend.
Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enjeu absolu, c'est que nous puissions ne plus avoir à aller chercher du pétrole ailleurs et aller creuser dans notre terre ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On a du lithium, on a du phosphate, on a pas mal de choses intéressantes. On n'a pas d'uranium. Et c'est pour ça que l'uranium est hyper important. Et il y a certains conflits en Afrique qui sont très, très importants. Parce que c'est pour nous notre indépendance énergétique. Il faut qu'on l'obtienne. Alors qu'elle ne sera pas à 100%, mais il faut qu'on l'augmente un maximum. Et à vrai dire, après, le narratif, c'est de dire oui, on fait de l'écologie, les petits oiseaux gazouillent, les tilleuls, il faut sauver les tilleuls. Mais à vrai dire, l'objectif absolu, c'est qu'on arrête de payer du pétrole à l'étranger pour qu'on puisse enfin avoir une politique monétaire qui ne soit pas celle qui est calquée sur les États-Unis. Parce que si vous ne calquez pas sur les US, vous avez l'euro qui décroche du dollar. Et si vous décrochez du dollar, vous retrouvez qu'un pétrole qui vous coûte une fortune. Et vous embarquez de l'inflation en Europe. Et ça, tant que vous avez cette boucle-là, vous êtes dans la merde. Et la réponse à ça, c'est l'industrie des énergies renouvelables. Excuse-moi, j'ai fait un petit narratif sur le sujet. Et tant que vous avez ça, on voit Christine Lagarde qui laisse des taux à 4-5 avec une récession en cours. Nous sommes dans une situation catastrophique en Europe et on est tenu à bout de bras par le reste des économies, notamment celle des US, mais on est totalement dépendant, totalement. Et entendre dire aujourd'hui on développe les ENR en Europe, il faut savoir que c'est l'acte politique long terme le plus intelligent que j'ai vu moi sur l'Europe. Donc, voilà, excusez-moi, j'ai pas été sur les indices, mais ça a des conséquences gigantesques à tous les niveaux pour tout le monde, même les particuliers, quoi. Et ça fait que vous avez une perception, il y a des gens qui ont une perception des décisions politiques monétaires de Lagarde qui sont aberrantes. Ouais, c'est aberrant, mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Ok. Bon, l'ENR, pour moi, tu sais, je suis pas complotiste, mais bon, pour moi, la transition est très mal faite, on va beaucoup trop vite. Les Allemands, ça y est, reviennent un peu en arrière. J'ai entendu ce matin, ils arrêtent de donner des primes 2 ans avant pour les voitures électriques, c'est sorti ce matin. Ils ont plus de thunes. Ils ont décidé de ils ont décidé de plus en avoir. En plus, ils se rendent compte que le fait de passer à la voiture électrique, c'est vraiment minimiser la vue de l'ENR, mais passer à la voiture électrique, ça tue l'industrie allemande, parce que les Allemands, ils sont forts pour faire des moteurs diesel. Tu achètes une voiture, je le dis à chaque fois, mais tu achètes une BM, tu achètes une Mercedes, tu achètes une Volkswagen, parce qu'elle est mieux qu'une Toyota. Mais maintenant, en voiture électrique, la Toyota est mieux et moins chère. Donc, c'est compliqué de tenir un peu, de tenir un peu ça. Mais bon. Il y a aussi le lobbying des industriels de l'automobile, comme tu dis. Il y a surtout Volkswagen qui est en train de dire à l'État allemand, nous sommes plantés complètement sur l'électrique. Ouais. Je vous le dis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Volkswagen, ça va mal. Ça va mal. Les choix de Volkswagen ont été mauvais. Donc à partir de ce moment-là, Volkswagen, c'est quand même spécial, c'est quand même formidable, le fameux Dieselgate, il y a quand même des conneries phénoménales chez les Allemands qui sont en train d'être payées. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu entends ce narratif-là, parce qu'ils sont en train de rater. Ils sont en train de rater la bascule vers l'électrique. C'est les Chinois qui sont du diesel, c'était Volkswagen et Peugeot. Quand on va arrêter le diesel, les deux... Peugeot a racheté Opel justement pour sa soi-disant haute technologie sur les batteries. Je ne sais pas ce que ça donne. Je n'ai pas suivi, Stellantis. Ça donne que Stellantis, c'est plein de balles. Ouais, mais c'est le vrai échec automobile, c'est Renault. Renault, quand Carlos Ghosn se fait arrêter au Japon, Renault est en très grande avance sur la partie électrique. C'est le constructeur qui doit faire renverser la table au niveau électrique. Et puis Carlos Ghosn s'est fait arrêter. Et moi, je pense même, j'en suis rendu à un point un peu complotiste, j'en suis rendu à un point où je pense qu'il y a des gens qui avaient intérêt à ce que Carlos Ghosn tombe, parce que Renault était en train de tuer le game sur la partie européenne au niveau électrique. Ah ouais. Et aujourd'hui... Européenne, oui. Ah oui, j'en suis convaincu. Et je pense que ça a arrangé bien des gens que Ghosn il sorte du jeu, quoi. Et aujourd'hui, tu as eu 10 ans de rien sur Renault, alors que Renault avait tous les éléments stratégiques pour pouvoir vraiment exploser tout le monde. Et on voit bien que c'est difficile de basculer vite en électrique. Tu vois, Volkswagen, c'est en train de galérer. Et là, pour moi, Renault a raté, à cause de ces conneries-là, a raté un virage qui était vraiment évident et qui me paraissait vraiment intéressant. Et le cours de l'action de Renault, pour moi, est trop bas. Renault a vraiment des avantages en termes d'ingénierie et est bien meilleur. C'est mon avis.
Pour rebondir sur ce que dit Richard, c'est vrai que sur la transition énergétique, il y a un truc qui est là quand il parlait des éoliennes, c'est vrai que tu mets la même éolienne, parce que j'ai un peu creusé le sujet aussi, j'ai pas mal écrit dessus. Tu mets la même éolienne, une éolienne, enfin bon, c'est des modèles différents, mais globalement à puissance comparée, tu mets la même sur terre et en mer, tu doubles le rendement en mer parce que plus de vent, moins de t'es au large, t'as rien qui gêne qui peut gêner la production électrique. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc pas con à chercher à développer, surtout si tu les mets vraiment offshore pour pas que t'aies trop de pollution visuelle, on va dire. Mais après, la fin du pétrole, moi j'y crois pas trop, hein, parce que la transition énergétique à l'échelle européenne, oui. À l'échelle mondiale, ça me paraît encore compliqué aujourd'hui. Quand tu vois des pays en pleine croissance économique comme l'Inde, l'Inde, les Philippines, l'Indonésie, il y a pas longtemps là, le rapport annuel 2023 de l'OPEP là qui disait il y allait avoir, comment dire, qui s'attendait à une hausse de 16% de la demande mondiale de pétrole à horizon 2050, alors que ça fait 10 ans qu'on nous dit que en 2020 c'est le pic. Et pour que ça se passe bien, il faudrait qu'il y ait plus de 20, je crois qu'ils estiment à plus de 20 000 milliards d'investissements dans le domaine, dans le secteur du pétrole, en infrastructure, etc., justement, horizon 2050. Euh, c'est quand même quasiment 5 fois le PIB de la France. Moi, j'ai un peu peur que ces investissements-là ne se fassent pas et qu'il y ait une vraie tension, qu'il y ait une vraie tension à l'échelle mondiale au niveau du pétrole avec tout ce qui est en jeu derrière. On sait que dès qu'il y a des tensions sur le pétrole, après, la géopolitique s'emballe. Euh, Ça fait assez loin, mais moi je comprends quand même que les gens ils râlent aussi un peu. Voilà. La transition énergétique, c'est bien, hein, mais franchement, moi je comprends, hein, les gens qui ont pas envie d'acheter une électrique, qui ont envie de rouler en essence, qui ont envie de rouler en diesel. Il y a aussi ça à prendre, il y a aussi ça à prendre en compte. Et bon, je sais pas trop comment ça va évoluer, mais je sais pas. Une chose est sûre, c'est que la transition écologique, elle C'est coûte peut-être pas tellement seulement cher. une envie, Xavier, hein, parce que tu as vu le prix d'une voiture électrique, c'est pas donné. Hein. Non, mais pour l'instant, mais la transition énergétique, de toute façon, elle coûte tellement cher c'est déjà des dizaines de milliards d'investissements à l'échelle européenne, si ce n'est plus. De toute façon, on peut pas revenir en arrière. C'est évident qu'on va le faire à fond. Mais je suis Richard sur son raisonnement du il faut moins dépendre du pétrole à l'échelle européenne. Mais bon, moi j'y croirais quand on fabriquera des panneaux solaires en France, des éoliennes en France et qu'on aura quand même des dirigeants qui arriveront à comprendre que le nucléaire, c'est quand même une idée suffisamment intelligente pour pas. Enfin, ouais, pour faire tout ça, tout simplement. Enfin, moi, je trouve que voilà, c'est un sujet à double tranchant un petit peu. Il y a des choses qui sont bien, mais des fois, c'est quand même il y a des décisions qui sont quand même loin d'être rationnelles, j'ai envie de dire. Enfin, sur le nucléaire, Xav, enfin, moi, de ce que je dis, hein, je ne sais pas si on a lu les mêmes choses, mais moi, je suis assez rassuré. Alors, je dis pas que c'est bien le nucléaire, voilà, mais enfin, le bashing anti-nucléaire, il a toujours existé, il a toujours Et il été existera toujours. émanant du lobbying du pétrole. C'est le pétrole hein, qui fait ça. Enfin, il faut quand même savoir qui mène le monde. Enfin, nous, on est français, les vieux, enfin, les qui ont 50 ans, on connaît toutes les histoires Alpha Aquitaine et compagnie. Alors, Alpha Aquitaine, ça fait rire les jeunes parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'Alpha Aquitaine, mais c'était, ça imbibait tous les gouvernements africains. Enfin, la colonisation avait disparu, mais pas tout à fait hein, entre nous. Hein. Et aujourd'hui, le nucléaire, ça y est, les décisions tombent, les décisions sont prises. Et stratégiquement, à Bruxelles, aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique-là, dans cette logique d'arrêter, de diminuer lentement. On ne peut pas diminuer totalement, évidemment, mais Ça de arrête, oui, diminuer oui. là où on peut, tout ce qu'on peut éliminer je dirais, d'énergie consommée Mais en pétrole. je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis juste qu'il faudrait pas que ça foire parce que parce que Pourquoi regarde ça foire? bah, aujourd'hui le prix de l'essence en France, en Europe globalement, il est très cher pas à cause du prix du baril, mais il y a un truc qu'on oublie beaucoup, c'est que c'est surtout aussi les infrastructures. Quand tu as je sais pas combien de raffineries on a fermé en France ces dernières années, mais une raffinerie c'est comme une centrale nucléaire, ça pousse pas de terre ça pousse pas de terre en 2 mois, tu vois, c'est vraiment c'est des décisions politiques. Je veux dire, on pourrait faire le choix d'avoir une essence pas chère aujourd'hui en Europe ou moins chère, ou un diesel moins cher. On pourrait le faire. On pourrait dire, bah, tout ce qu'on met dans la transition énergétique, bah, il y a une certaine partie, on la met, on construit des raffineries, on débouche un peu ce goulot d'étranglement, et puis derrière, on a une essence, on a de l'essence moins chère. Bon, après, il y a les taxes, il y a tout ça, c'est un autre sujet. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que si la transition énergétique, écologique, elle se passe pas bien et que derrière, en même temps, tu as l'énergie qui coûte de plus en plus cher, l'énergie carbonée, bah tu vas vers un clash, tu vois.
C'est ça que je veux dire. C'est que si le pari vraiment de la transition énergétique à long terme, en fait, il est moins rapide qu'escompté, ou il est plus lent qu'escompté, et il fonctionne moins bien, il va y avoir un mur, et il va y avoir des vrais gros clashs sociaux, quoi. Ça me paraît assez. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut un peu prendre en compte dans ce raisonnement-là. Mais après, bon, évidemment, on n'y est pas encore. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, je comprends. Simplement, j'entends ce que tu dis, mais on a eu les réponses cette année avec un litre d'essence qui est passé au-dessus de 2 euros, et on a vu les réactions qu'il y a eu. Les réactions qu'il y a eu en France avec la méthode française, hein, donner du pognon à tout le monde, les méthodes diverses et variées ailleurs. On n'a pas eu tant de mouvements sociaux que ça, hein. C'est vrai, mais tu vois, mais c'est même toi Moi, qui j'ai toujours dit, hein, pour moi, ce qui crée la tension, c'est la non-inflation, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'inflation. L'inflation, c'est des périodes de l'histoire où il n'y a pas de conflit social, parce que le pouvoir d'achat à l'instant T, il y a une tension dessus, mais les salaires, on le voit bien, les salaires montent de manière structurelle derrière. Alors, c'est la boucle prix-salaire, on sait très bien ce que ça veut dire. L'inflation continue, ils sont en train de la casser. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour les gens? C'est pas le prix du pétrole, c'est qu'est-ce qui me reste pour vivre. Mon reste à vivre, et c'est aussi quelle est la part de mon pouvoir d'achat où je décide moi de ce que je vais dépenser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que la bouffe se soit décidée, mais est-ce que je vais pouvoir me payer des vacances ou, je sais pas, aller à Disney World, etc. Enfin, c'est ce que je veux dire. Et si les gens ont le sentiment qu'ils peuvent se le payer, ils bougeront pas. En gros, donnez-leur du cirque, ils seront contents, ils bougeront pas. Et tant qu'ils peuvent faire ça, j'ai envie de dire, ils iront rien. Et finalement, cette année, on n'a pas vu de tension sur le sujet. Je reste, moi, persuadé que la hausse des prix sur le pétrole, la hausse des prix sur le carburant, mais il y a plein d'autres choses, hein. Il y a aussi ceux qui remplissent leur bonbonne de fuel à l'orée de l'hiver. Pour moi, la hausse des prix fait qu'ils vont basculer par l'intérêt économique vers d'autres énergies. Nous ne faisons que de changer les choses dans le monde, soit par l'influence du prix, soit par la réglementation. En France, on fait les deux. Je suis d'accord, mais toi qui es très sensible à ces valeurs d'indépendance, etc. Tu vois, moi, franchement, la transition énergétique, pourquoi pas, avec l'électrification de la société, etc. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Maintenant, tu regardes, par exemple, tu regardes au niveau de la voiture électrique. Il y a quoi? Il y a beaucoup de Tesla. C'est américain, et de plus en plus de MG, c'est chinois. Est-ce que parce que c'est pas cher, et les autres constructeurs, ils tirent un petit peu la gueule, tu vois? Tu veux que je revienne sur le cas Renault? On verra ce que ça dit, mais moi j'ai l'impression que on passe d'une dépendance à une autre. Je fais une petite parenthèse, il y a quand même, sur les voitures électriques, il y a quand même un cas qui est sorti que pour construire une voiture électrique, ça coûte 30% plus cher une voiture électrique qu'une voiture diesel. Hein. Aujourd'hui, ouais. On verra si ça évolue dans le temps, mais disons, moi j'ai un peu l'impression que c'est passé d'une dépendance vers une autre, et je pense que, voilà, sans qu'on le dise vraiment, c'est un peu ce que je reproche à ce... J'ai écrit un article il y a fait un temps sur une mine de phosphate qui a été découverte en Norvège. C'est un article qui n'a pas été lu, ou qui n'a pas été vu par tout le monde en tout cas, mais j'avais vu ça et c'était super important. Aujourd'hui, nous avons sous terre, nous avons des métaux rares divers et variés, le phosphate, on n'est pas un d'ailleurs, qui sont existants. Le pétrole, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en a pas. Ça, on le sait depuis très longtemps, hein. Il n'y a que les Norvégiens qu'on a avec les Anglais, mais c'est tout. Et je rappelle que Norvège et Angleterre ne sont pas dans l'Europe, quoi. Donc l'Union européenne n'a pas un pet de gaz et de pétrole. Alors, si ce n'est un peu dans le nord de la France, dans les houillères avec Française de l'énergie, mais ça s'arrête là, il n'y a que dalle, quoi. Et pour moi, il vaut mieux aller creuser un trou. On a accepté enfin en France de recreuser des trous, hein, donc pour moi, c'est quand même assez intéressant. Et il y a du lithium, il y a différentes choses. On a des dom-toms avec des ressources, notamment, je pense à la Nouvelle-Calédonie avec le nickel. Et il faut savoir que Tesla est en train de faire une OPA sur la Nouvelle-Calédonie avec les mines de nickel, hein, qu'on soit très clair. Et aujourd'hui, pour moi, tu me parles de ça, effectivement, une voiture chinoise, une voiture, etc., bien sûr, mais de toute façon, le mouvement est en cours de reproduire de manière stratégique vers l'Europe. L'Europe a compris. Et il y a un autre pays qui a compris qu'il fallait arrêter de faire fabriquer ailleurs, et c'est le plus important de tous, c'est les États-Unis. Enfin, la loi IRA,
c'est un game changer énorme sur la planète industrielle. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a compris qu'il fallait arrêter de laisser les Chinois tout fabriquer. Donc, oui, il y aura des MG, oui, il y aura il y aura des BYD, il y aura d'autres choses. On parle des bagnoles, mais on pourrait parler de plein d'autres domaines. Aujourd'hui, je pense que ça y est, on a compris. On a compris. Il va falloir réindustrialiser nos pays et c'est en train de se faire. Donc, ça ne fera peut-être pas avec effectivement 100%, mais clairement, le pays où il y a plus d'investissements étrangers aujourd'hui en Europe, c'est la France. Hein. Et ça vient, c'est en train de venir. Tesla est en train de construire une énorme usine, où elle est peut-être lancée d'ailleurs sur l'Allemagne. Il faut des usines en Europe et c'est en train de se mettre en place. Et on voit bien que le comportement des autres pays devient... Il y a des blocs qui sont en place et on voit que la géopolitique est en train de tout changer par rapport à ça. Et cette géopolitique fait que il va falloir qu'on arrête de donner tout à faire à la Chine. Et je te dis, le phosphate en Norvège, faut savoir que toutes les Tesla chinoises sont avec des batteries phosphate. Donc, et nous, on n'avait rien. On a acheté notre phosphate aux Chinois ou aux Marocains. Je vous laisse voir pourquoi d'ailleurs la France et le Maroc sont en conflit. Hein. C'est pas dû à des histoires de visa, hein. C'est dû à ça. Et aujourd'hui, clairement, il faut qu'on exploite nos terres, nos carrières pour être indépendants là où on peut. Et être dépendant sur ce qu'on ne pourra vraiment pas faire. Et on peut avoir des solutions pour être moins dépendant. Oui, c'est important l'indépendance. Parce qu'on est en train de le prouver, on ne décide de rien. C'est essentiel, Xav. Sur longue période, c'est très très important. J'espère que tu auras raison. Vraiment, moi j'espère que ce scénario-là, c'est vraiment ce qui va se passer. On verra bien dans le. Je ne sais pas si ça se passera, mais c'est ce qui est décidé et ça veut aller vers ça. Je ne dis pas qu'ils y arriveront, mais en tout cas, je trouve ça intelligent de dire j'essaye d'aller par là que d'aller dans l'autre sens qu'on allait avant. Ah mais je te suis complètement, hein, parce que je dis toujours la transition énergétique, le truc qui est en marche. On a beau être d'accord, pas d'accord, il y a des opportunités, faut essayer d'en profiter, quoi. C'est des décisions qui individuellement nous dépassent complètement. On a le droit d'être d'accord, pas d'accord, pour contre, j'en sais rien. Mais évidemment, si on est investisseur et qu'on est un peu rationnel, un petit peu malin, vaut mieux essayer de se mettre dans le sens du vent qu'en face, quoi. Là, je dirais que c'est plutôt aller justement à l'envers du vent qui a été soufflé depuis longtemps, c'est de dire on va arrêter parce que ça y est, les économistes ont quand même validé l'idée que nous avons le problème européen, c'est l'énergie. Et on le voit bien, dans le mix productif, c'est l'énergie. Donc il faut absolument qu'on arrête. Et ça coûte une fortune, ouais, mais on est tellement dépendant des autres depuis tellement longtemps et ils nous mènent par le bout du nez depuis tellement longtemps qu'il faut qu'on arrête, quoi. C'est pas normal on est quand même la région du monde la plus historiquement, la plus puissante. Et malgré la progression de tous les autres, nous sommes encore devant, quoi. Ça veut dire qu'on avait une telle avance et on est en train de se faire attraper. Je te le dis, moi, dans le futur, on va faire changer les choses. Si on arrive à faire tout ça, et on y arrivera. Faut pas croire que nous sommes des soumis aux États-Unis. On est soumis aux États-Unis militairement, mais économiquement, on a des choses à faire. Il faut arrêter de se dénigrer. Enfin, moi, je trouve que c'est le grand combat que je vais peut-être mener en 2024, c'est arrêter de dire qu'on est des nuls. Non, on n'est pas nuls. On a juste des dépendances qui font que. Alors déjà, plusieurs réflexions. Hein. Alors déjà, pour être indépendant, ça veut dire qu'on revient complètement en arrière. Hein, parce qu'actuellement, on est dans une globalisation mondiale. C'est-à-dire que pour revenir dans cette globalisation mondiale, on revient sur des conservateurs. C'est-à-dire qu'on devient pro-Trump, qui lui est souverainiste alors que Biden est globaliste. On revient sur... France... Biden, il est en train de faire les plus grandes décisions politiques pro-américaines. Oui, pro-américaines. Justement, c'est être dépendant de soi-même. C'est-à-dire qu'ici, en France, par exemple, ni Macron, ni les socialistes, ni la droite veulent faire ça. Eux, ils sont vraiment pour la globalisation, pour tout ça, quoi. Ah si, non, je suis pas d'accord. Là, je m'oppose avec force sur le sujet. Nous sommes en Europe en train de décider de devenir indépendants. On a compris enfin, et Macron en fait partie, que cette mondialisation est une catastrophe à tous les niveaux. En Europe, on commence à comprendre ça parce que qu'est-ce qui se passe ? On a une montée de l'extrême droite. En Italie, on a Meloni. En Espagne, on a Vox qui commence à monter comme un fou. C'est pour ça qu'on revient vers le souverainisme. Hein. Et c'est seulement ces partis, entre guillemets, qui feront qu'on revienne vers le souverainisme. Parce qu'en fait, la bataille Trump-Biden, c'est pas une bataille entre le méchant et le bon. Non, c'est que Trump, il veut être souverainiste. Il dit, les Apple et tout ça, on le construit chez nous. Et Biden dit non, on veut être mondialiste, donc on va vendre plus, on va gagner plus, donc on va vendre pas cher, on va faire ça, on va fabriquer pas cher, on va faire ça en Chine.
Donc je ne sais pas si pour l'instant on est encore vraiment conscient de ça sur les politiques actuelles, hein, je pense. Hein. Alors que les politiques soient perçues par les gens de manière différente, c'est une chose. Mais les politiques, la vision du peuple sur les politiques, c'est par le biais du média. Et le média biaise tout, quoi. Et aujourd'hui, on va pas faire, on est tous d'accord, hein, les médias, les mainstream, là, c'est une catastrophe. Bon, Mais la vérité, c'est que l'autre jour, il y avait une enquête. On va dans l'autre sens. Il y avait une enquête en Espagne en disant que les mainstream avaient perdu je sais pas combien de pourcentage d'audience. Hein. C'était de la folie. Hein. Bah, très bien, très bien. On va enfin avoir des gens qui vont réfléchir par eux-mêmes avec des médias qui veulent pas nous faire manger une soupe. C'est super. Moi, je te le dis aujourd'hui, la perception effectivement de droite, voilà. Enfin, c'est aussi l'immigration qui est très importante en Europe. Hein. Enfin, le problème démographique africain, il nous tombe dessus. Hein. Enfin, qui est surpris? Bah, celui qui lit pas les bons articles. Hein. Et aujourd'hui, bah oui, l'Europe va fermer les frontières, va fermer clairement. Et puis d'ailleurs, en France, on est en train de le voter. Hein. Enfin, toi, t'es assez d'accord avec ça. Ça me paraît assez évident. Ouais. Et Macron a compris, hein. Macron, il a compris que s'il ne voulait pas Le Pen au pouvoir la prochaine fois, il faut faire quelque chose sur l'immigration, parce que les Français, ils voteront Le Pen, de toute façon. Donc aujourd'hui, on va vers effectivement plus de relocalisation, mais je ne crois pas que le Français soit raciste. Je crois que le Français, il a juste envie que son argent soit utilisé à des bonnes fins, tout simplement. Et aujourd'hui, moi, je te le dis, j'ai peut-être tort, mais dans 10 ans, si on continue à faire les mousquetaires dans 10 ans, je vous dirais, il y a 10 ans, je vous disais, on est en train de relocaliser et l'Europe a pris conscience qu'elle en avait marre. L'Europe en a marre. Et l'Ukraine, l'histoire de l'Ukraine, etc., c'est qu'un révélateur supplémentaire. Enfin, cette histoire de Nord Stream 2 qui s'est fait péter au milieu de la Baltique, c'est pour moi un événement géopolitique avec des conséquences catastrophiques pour les États-Unis dans le futur. Les Américains ont fait 1000 conneries et aujourd'hui, ils vont payer. Ils vont payer, mais ils vont pas payer par un événement à un instant T. Ils vont payer par des changements de comportement au plus haut niveau. Et pour moi, l'Europe a enfin compris. Enfin compris. Et c'est bien. Moi, j'en suis très heureux. Nous sommes pas c'est à nous d'imposer ce qu'on doit faire. Nous sommes une région économique qui avons un poids énorme. Encore et toujours. Et on l'aura encore demain. Je suis désolé, hein, je suis un positiviste. Non, mais il vaut mieux ça que l'inverse. Je suis assez d'accord avec ta vision des choses. Je pense que ça va pas être aussi facile que tu le laisses entendre quand même. Ah bah c'est sûr. Hein. Bah, et c'est pas facile parce qu'il y a des oppositions. Hein. Non, c'est ça. Effectivement, il y a des oppositions et puis bon, l'Europe quand même. En fait, c'est ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. On a un poids économique important historiquement. On est voilà, je veux dire, on est puissant, tout ce que tu veux. Et puis, je suis assez d'accord aussi quand tu dis que le paradigme change, c'est-à-dire qu'on a compris qu'on voulait plus être les dindons de la farce qu'on a été pendant plusieurs années, entre la Chine, les États-Unis, etc. Voilà, plusieurs dizaines d'années, effectivement. Mais sortir de ça, ça va être compliqué. Ça va pas être une mince affaire du tout. C'est certain. Les Américains ont mis la main sur l'Europe en 14-18 une première fois, ils ont compris comment ça marchait, ils ont recommencé en 39-45 et à partir de 1945, on était à la mainmise totale des Américains. Bon, on a mis du temps à comprendre, hein. Mais on a mis du temps à s'en remettre de cette guerre, hein, de ces deux guerres. Il faut savoir que les deux guerres mondiales, on met au tapis le continent. Aujourd'hui, on va beaucoup mieux et la grande chance de l'Europe, enfin là je fais un peu mon Charles de Gaulle, mais c'est l'union allemande, franco-allemande. Enfin, toutes les animosités historiques, moi je revoyais des trucs sur les guerres avant de 1905, où déjà les Bosniaques se foutaient sur la gueule avec les Serbes. Et les pays qui ne s'aiment pas, ça fait parfois 100, 200, 300 ans qu'ils ne s'aiment pas. À l'exception de la France et de l'Allemagne. C'est vrai. Et ça, c'est absolument gigantesque. Enfin voilà, peut-être que je vais un peu trop loin dans le truc, mais ça fait qu'aujourd'hui, l'Europe a les moyens politiques de changer la chose. Tu sais, toutes les difficultés, elles existent. Je les vois, je suis d'accord, etc. Mais quand il y a de la volonté, on peut tout inverser, on peut tout changer. Et pour moi, elle existe. Et on dira de Macron dans 10 ans, dans 15 ans, que c'était un bon président. Il s'est fait lyncher à tous les niveaux et c'était un bon président. Moi, je l'ai détesté pendant le Covid, mais sinon, je trouve que globalement, il a renversé des choses très intéressantes. Là, on dira aussi que Angela Merkel, c'est la pire burne qu'on ait connue de l'histoire.
C'est mon avis, hein. C'est mon avis. Moi, je trouve qu'en Allemagne, là, c'est en train de changer. Là. Je peux vous jurer que ça change. Du coup, Denis, le rendez-vous est pris. Il faudra faire un mousquetaire dans 10-15 ans, voir si Richard avait raison. Les cheveux blancs. Oui, alors moi je voulais demander, c'est assez difficile de se souverainiser parce que les Français ne sont pas préparés comme les Suisses. C'est-à-dire que les Suisses, en fait, eux, ils achètent suisse parce qu'ils savent que ça fait partie de leur économie. Tu achètes suisse, tu fais suisse, donc tu fais tourner l'économie suisse et ils préfèrent acheter un fromage suisse qui vaut 2 fois plus cher qu'un fromage français parce qu'ils savent qu'il est fait par les Suisses et que ça retombe dans l'économie suisse et ça leur permet d'avoir un SMIC de 3 500 € par mois parce que c'est ce qui passe là-bas. Et moi je pense que les Français ne sont pas préparés à ça encore. Et peut-être que les volontés, comme disait Richard, peut-être les volontés en haut veulent qu'on revienne au souverainisme, mais je pense que le peuple n'est pas préparé, quoi. Et mais c'est ce qu'il veut, le peuple. Il ne comprend pas toujours, le peuple, mais le peuple veut ça. Et il veut refabriquer chez lui et acheter chez lui. Et après, c'est un problème de moyens. Les Suisses, ils peuvent, hein, c'est le PIB par habitant le plus haut du monde. Donc voilà. Mais enfin... Non, excusez-moi, moi je m'oppose à un certain négativisme moi je trouve qu'il y a du positivisme dans ce qui se passe. Le grand problème pour moi futur, il y en a qu'un, c'est le réchauffement climatique. Maintenant, on va passer on va parler un peu des conflits, hein, parce qu'il y en a pas mal. Même si apparemment les marchés ont l'air de pas trop, ça influence pas trop sur les marchés. Russie, Ukraine, rien de neuf. Qu'est-ce qui se passe, Xavier? Bah, rien de neuf, hein, tout le monde s'en fiche. Enfin, rien de neuf. Je crois que c'est pas je crois, il y a l'armée ukrainienne est quand même perd un petit peu du terrain globalement sur place. Après, j'avoue que je suis plus au jour le jour vraiment le conflit, vu qu'il y a, disons, il y a moins d'impact que fut un temps sur les marchés. Et puis très clairement, c'est ce que les marchés disent un petit peu aujourd'hui. On s'en fout un petit peu, quoi. C'est derrière, j'ai l'impression, sauf gros, je sais pas, embrasement, est-ce qu'on peut parler d'embrasement, sauf événement exceptionnellement grave, je vois, voilà, pour l'instant c'est comme ça, et puis voilà, sauf événement grave ou événement complètement imprévu par rapport à ça, j'en sais rien, moi, une centrale nucléaire touchée, un accident, voilà, j'extrapole, mais pour moi, c'est le seul truc qui pourrait, pour l'instant, faire revenir un petit peu le marché, voir ce conflit, parce qu'en fait, d'un point de vue économique, l'impact est passé, quoi. L'impact est passé. À votre avis, s'il y a une armistice, est-ce qu'on aura un rebond ou est-ce que c'est déjà pricé, Richard? Alors, je te rappelle, moi j'avais dit qu'il y aurait la guerre. 2024, il y aura la fin de la guerre. Sauf un événement. C'est les élections américaines, qui décidera quand même pas mal de ce conflit-là. En fonction de Trump ou en fonction de... Enfin, Trump, si c'est Trump, hein, d'ailleurs, on ne sait pas trop si ça sera Trump en face de Biden, mais si c'est... pour moi, c'est la fin. Ce qui veut dire que marché, non, ils s'en foutent, le marché. Le marché, je rappelle quand même que le jour où ça a pété avec le Hamas, avec Israël, le Nasdaq a fait plus 1% le lundi. Je rappelle, hein. C'est tout. Ouais, mais c'est ce que disait Pierre. C'est en fait le conflit. Le dimanche soir n'ont même pas bougé. C'est ce que disait Pierre aussi, c'est-à-dire qu'en fait le conflit au Moyen-Orient a fait qu'on a débouclé des budgets qui probablement devaient être bouclés, non? Globalement, pour moi, la guerre n'existe plus. Il y a juste une chose, parce qu'on va peut-être passer aussi sur qu'est-ce qu'on voit sur 2024. Moi, il y a un secteur que je fuis et que j'ai commencé à dire sur ma chaîne et que ce sera fuir, parce que c'est la notion de risque-reward. Alors nous, on sait ce que ça veut dire, risque-reward. C'est est-ce que j'ai un risque? Oui. Est-ce que j'ai une récompense potentielle? Moi, je trouve que non, sur le secteur de l'armement. Ouais. Mais c'est un peu comme le Covid, sur le reste du marché, je vois rien. C'est un peu comme le Covid, quand c'était fini, il fallait pas aller voir fallait pas avoir des actions de tests et tout ça, quoi, Novacite, etc., etc. C'est ce qu'on appelle des actions dites à la mode. Il y avait la mode du Covid, il y a eu la mode de l'armement parce qu'il y a une guerre qui se déclenche en Europe, etc. L'émotionnel fait le reste. L'énergie renouvelable. Il n'y a plus d'émotion. Techniquement, Thales est tout en haut. Et j'ai pas été voir les autres grosses bécanes allemandes, enfin les grosses bécanes, excuse-moi, les grosses actions allemandes dans le. C'est pour moi le plus grand danger sectoriel marché, c'est l'armement.
Parce que s'il y a un armistice, tu sais, et on connaît les politiques, hein, on va acheter plein d'armes, et puis finalement, finalement ça s'est bien passé, et puis ils reviennent en arrière. Ouais. Moi, je dis, hein. Voilà, je me permets d'intervenir. Je suis pas entièrement, enfin, je partage pas entièrement ton point de vue, Richard, là-dessus. Alors évidemment, là, on est dans le domaine de la spéculation, hein, parce La futurologie, faut savoir ouais. que, voilà, effectivement. Moi, je trouve quand même que les Américains ont tout intérêt à maintenir certaines régions du globe instables géopolitiquement, notamment au Moyen-Orient. Je les ai vus réagir, on les a tous vus réagir avec des réactions vraiment significativement fortes, que ce soit en Europe de l'Est avec l'Ukraine ou au Moyen-Orient, en développant, en intervenant directement ou indirectement, militairement, en débloquant des enveloppes, en produisant des armes, des munitions, en essayant même de faire rentrer d'autres nations dans les conflits. On l'a vu avec ce qui s'est passé en Syrie, ils ont essayé de faire rentrer l'Iran dans le truc, au Moyen-Orient, etc. Encore une fois, c'est de la spéculation. J'ai pas de preuves concrètes ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même l'impression que la guerre, ça plaît aux Américains. C'est une façon pour eux de maintenir la pression sur certaines régions du globe, et en même temps, ça leur permet un petit peu de donner un petit coup de boost à leur croissance aussi. Donc, je sais pas si 2024 vraiment, enfin en tout cas, je sais pas si c'est dans l'intérêt des Américains d'avoir justement des tensions géopolitiques qui se tempèrent. Alors peut-être en Ukraine, effectivement, on arrive peut-être sur une fin de conflit, et encore, je sais pas, de toute façon, effectivement, c'est un conflit qui Il va s'enliser, ce conflit. Hein. Qui s'enlise petit à petit, etc. Les Russes ont mis des barrières, ils ont dit c'est bon, le Donbass, il est à nous, terminé. Moi, je pense j'ai limite, si je peux aller tout au bout de ma spéculation, ça me surprendrait pas de voir les Américains essayer d'alimenter le feu encore plus au Moyen-Orient, notamment avec l'Iran. En continuant à bombarder des cibles stratégiques. Là, on a vu la Chine qui a déployé des porte-avions. Enfin, c'est quand même ce qui se passe là-bas. C'est pas qu'une histoire de pétrole, c'est pas qu'une histoire de territoire. C'est voilà. Je pense que les Américains savent très bien ce qu'ils font. Ça fait aussi un petit peu écho avec ce qu'on disait lors des dernières, alors peut-être pas la dernière réunion des mousquetaires, peut-être celle d'avant, justement, où on disait que, tu te rappelles, c'est d'ailleurs toi, Richard, qui disait que la Chine était en train de fédérer les Saoudiens, les Iraniens, qu'il y avait un espèce de nouvel ordre qui se mettait un petit peu en place, même si la Chine est un colosse au pied d'argile, comme tu l'avais très bien souligné, avec le problème démographique qu'on connaît, etc. La Confédération de Shanghai, ça fait pas mal de temps qu'on parle. Tu l'avais dit toi-même, Richard, tu avais dit que les Américains ne se laisseraient pas faire, ne se laisseraient pas manger comme ça, et qui ferait péter quelque chose à un moment donné. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en laissant Israël se faire attaquer, est-ce que c'est pas là où on voit que les Américains n'agiront pas militairement, mais agissent, je dirais, d'une autre manière? Moi, je pense ça aujourd'hui. Je pense que les Américains ne veulent pas du conflit en ce moment. Ils veulent pas de guerre. Ils veulent des guerres un petit peu, des guerrouillettes à droite à gauche pour vendre des armes, mais ça s'arrête là. Je reviens sur l'histoire de l'armement et du secteur armement. C'est parce que je pense que ce que tu dis, je suis d'accord, mais pour moi, c'est pricé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pricé. Ouais, mais alors, les événements qu'on connaît actuellement sont pricés, mais s'il y a comme le disait Xav, s'il y a des événements, alors il parlait de centrales nucléaires, etc., mais si par exemple, on s'aperçoit que l'Iran se met à participer activement au conflit israélo-palestinien, s'il y a vraiment d'autres puissances qui commencent à rentrer activement dans ces conflits-là, est-ce que des entreprises comme Lockheed Martin, Raytheon Technologies, voire même Boeing, etc., le secteur armement américain, est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres opportunités qui ne sont pas encore pricées pour l'instant? C'est sans ça, en fait, c'est pour ça, c'est vrai que je suis allé un petit peu loin, mais ce que tu dis, tu as raison, les événements qu'on connaît actuellement sont pricés. Maintenant, moi, je pense quand même qu'on n'est pas au bout de nos surprises, que les Américains peuvent nous réserver quelque chose pour 2024, et ça reste quand même dans leur intérêt ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Donc, je sais pas. Je pense que forcément t'as tort. Je dis que voilà, j'y vais sur la pointe des pieds quand même. En 2024, il y a un truc très très intéressant, c'est les élections US. C'est-à-dire qu'en fait, si Trump passe, faut quand même se rappeler que sous le mandat de Trump, il y a eu zéro guerre.
il y a eu 0 intervention supplémentaire d'Américains hors de ces terres. Donc, Mais en fait, il y a eu une si guerre commerciale Trump avec passe, Trump. Hein. peut-être que les guerres, c'est fini. Hein. Lui, vraiment, il veut souverainiste, etc. Tandis que Biden, la première chose qu'il a fait quand il est arrivé, à la première semaine, c'est qu'il a envoyé des troupes en Syrie. Donc, je pense que les élections seront encore plus intéressantes cette année que les autres années aux États-Unis. Quoi. Ouais. De toute façon, l'année 24, elle sera marquée par sur les marchés, par l'élection américaine. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question 2024, qu'est-ce que vous pensez sur première chose déjà les élections américaines, alors effectivement, on n'est pas encore très bien avancé dans les campagnes, mais c'est une année présidentielle, comme on dit. Donc, qu'est-ce que vous anticipez par rapport à ça qu'est-ce que vous anticipez au niveau monétaire baisse des taux, pas baisse des taux? Est-ce qu'on va conserver les taux hauts? Est-ce que l'inflation va continuer Parce que là, il y a aussi un truc, j'ouvre une petite parenthèse sur l'inflation, rapidement. Baisse de l'inflation, c'est très bien, mais il faut rappeler aux gens qui sont peut-être pas familiers avec ces notions-là, que ça ne veut pas dire que les prix baissent. C'est que les prix augmentent moins rapidement qu'avant. Attention à ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous anticipez par rapport à ça Voilà, donc on a parlé de la géopolitique avec les conflits militaires. Comment toi, Pierre, comment tu vois les élections, toi, pour l'an prochain? Franchement, c'est compliqué de se prononcer sur ce volet-là. Comme le disait déjà Richard il y a quelques instants, on ne sait même pas si Trump sera là ou pas. C'est compliqué. Le bilan de Biden, je pense qu'il est quand même mitigé, même si j'ai tendance quand même à rejoindre un petit peu Richard sur le fait que il a pris des décisions pour son peuple, en fait. C'est vrai que il se traîne une réputation, voilà, grabataire, etc. Mec un peu, comment dirais-je, pas vraiment au contrôle, un petit peu même, j'ai oublié le terme, un peu sénile, voilà, etc. Je pense quand même qu'il a fait des choses qui vont dans le sens des intérêts des États-Unis et que on n'est pas à l'abri d'une surprise. Est-ce qu'il serait réélu? Est-ce qu'il ne sera pas réélu? Est-ce qu'il se représente déjà? Parce que déjà, la dernière élection, voilà, il disait qu'il avait 80 ans, etc. Et apparemment, là, il veut encore faire un autre mandat. Effectivement, oui. C'est en cela qu'on peut avoir la surprise. On sait pas ce qui va se passer côté républicain, etc. Ça va être une année vraiment très, très intéressante à suivre sur ce plan-là. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des anticipations, vous, par rapport à ça. Mais pour l'instant, c'est difficile de se prononcer. Effectivement, Biden, moi, à titre personnel, alors je suis pas pro-Biden ou quoi que ce soit, mais j'ai un petit peu changé d'avis sur les derniers mois. Pas changé d'avis complètement, mais on va dire que j'ai tempéré un petit peu. Au début, j'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui, en fait, on l'avait élu il avait été élu par défaut. Les Américains avaient voté contre quelqu'un plutôt que pour Biden. Au final, on peut parler des décisions qu'il a prises, des mesures qu'il a mises en place. On se rappelle, au début, quand il avait été élu, on avait peur du communisme qui revenait parce que la numéro 2, en fait, était très, 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 très extrême gauche. Et en fait, on disait, il vient, extrême mais en gauche fait, il va rester américaine, là pendant 2 ans, 1 an, 2 ans, et après, c'est la deuxième qui va prendre la place. Et là, ils vont faire vraiment des réformes sociales, sociales, l'extrême gauche socialistes. américaine, c'est la droite française, quoi. Ouais, ça n'existe pas aux États-Unis, le communisme. C'est ça. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Xavier, de cette situation présidentielle aux États-Unis? Tu as un avis ou pas encore? Moi, je trouve que c'est vachement intéressant à surveiller parce que c'est un peu, ça fait un peu film d'action. Enfin, disons, les élections américaines, c'est toujours passionnant à suivre, surtout avec une personnalité qui sont des personnalités qui sont assez opposées comme Biden et Trump. Après, je pense que est-ce que ça changera vraiment quelque chose fondamentalement pour les marchés à très très court terme, que ce soit Biden ou que ce soit Trump qui est élu, ça je sais pas. Par contre, il y a la rotation sectorielle sur l'énergie. Ouais, oui, il y aura des oui, enjeux sectoriels sur l'énergie. Ça, ouais, c'est vrai. Ça, ok. Après,
Le reste, Enfin, pour moi, le plus gros enjeu, quand même, je me répète encore une deuxième fois, c'est vraiment la différence entre la globalisation et le souverainisme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que toi tu disais, Richard, hein, si on a un Trump, peut-être qu'on arrivera à relocaliser chez nous, etc., faire comme ce que lui veut faire aux États-Unis. La question d'un Biden, on continuera encore sur les bas-coûts, la production à l'étranger, dépendre des Chinois, etc. Je pense que le la plus loi gros... Irak, Denis, la loi IRA est une loi absolument gigantesque qui ramène de l'industrie aux États-Unis et c'est Biden qui l'a faite, cette loi. C'est dans la continuité de Trump. À vrai dire, Biden et Trump, c'est juste une sémantique, c'est un comportement de deux hommes différents, totalement différents, mais le fond politique américain est le même chez les deux mecs. C'est le même. Enfin, excuse-moi, hein, voilà, c'est mon avis, quoi. Bah, Et avec c'est un peu la une politique un différence, peu... c'est est-ce qu'on produit de l'électricité par le biais de centrales à charbon ou par le biais de panneaux photovoltaïques. Pour moi, c'est le seul point, voilà. C'est mon avis, mais voilà. Mm. Il faut voir le run qui a été fait par les industries fossiles à l'élection de Trump. Rappelez-vous, il y a 8 ans. Enfin, 8 ans, oui, il y a 7 ans. Rappelez-vous à 7 ans ce qui s'est passé. Mhm. Les gens, ce qu'il faudrait qu'ils regardent, c'est les courbes de ces valeurs-là. Il y a 7 ans, quand Trump a été élu, ce sera les mêmes. Ouais, mais comme tu disais aussi, c'est pas les mêmes programmes. On voit bien que Biden avait un programme qui, en fait, il a pris le programme entre guillemets un peu de Trump, parce que maintenant, Trump ne va pas changer son programme cette année, donc on ne sait pas Ouais, trop. mais c'est la petite semaine, c'est des modifications à petite semaine. Le fond du fond, c'est que les États-Unis, ils ont décidé qu'ils ne dépendraient plus des Chinois au niveau industriel, ils rapatrient des industries. Ouais. Point. Ça, c'est décidé. Les Européens l'ont décidé aussi. Et aujourd'hui, ils s'associent avec les Américains parce qu'on préfère quand même être alliés avec les Américains, et moi aussi d'ailleurs, qu'avec les Chinois. Hmm. Bon, on verra. On conclut sur 2024. Alors, vous voyez quoi, vous, de votre côté? On finit cette conso, on repart en marché haussier, on a une petite dérive latérale, on replonge. Qui c'est qui veut se mouiller en premier? Xavier? Bah écoute, Alors moi, techniquement, personnellement, j'ai aucune idée. Donc cette année, autant depuis 2 ans, on va dire que j'étais pas trop mauvais sur les prévisions, mais cette année, je vois rien du tout. écoute, autant j'avais vu le point de rebond là à 6008 il y a 2 mois et demi, 3 mois là quand on en parlait, enfin la dernière émission qu'on a fait. Euh, Autant, bah, j'ai envie de dire, comme j'avoue que j'ai pas trop, je trouve que j'ai pas trop de visibilité d'un point de vue, enfin moins que d'habitude, d'un point de vue géopolitique, dans le sens où bah là, les conflits qu'il y a un petit peu partout sont globalement ont pas trop d'impact pour l'instant sur les marchés. Donc disons que j'ai l'impression que les bonnes nouvelles, enfin les mauvaises nouvelles qu'on pouvait voir il y a quelques mois sont plus ou moins en train de s'estomper. Comme l'ont assez dit Richard et Pierre, l'inflation ralentit, continue d'augmenter mais à un rythme plus faible. Globalement que les banques centrales sont en train de gagner leur pari. Euh, Techniquement, c'est super haussier, donc je vais pas aller contre, les probabilités statistiques. Disons qu'à ce stade, bah moi je verrais bien les marchés continuer globalement de grimper en 2024, hein, sauf signe noir. Par contre, une fois qu'on a dit ça, moi je vois bien le secteur des smalls revenir en Hmm. force. Là, ça fait 2 ans qu'il se passe rien. Il y a quand même pas mal d'éléments qui militent en faveur d'un retour en grâce des small caps de plus en plus ces dernières semaines. Donc, par contre, je vois bien ouais, une belle année sur les small caps et j'espère qu'on va pouvoir, enfin, j'espère qu'elle va arriver et surtout, j'espère qu'on va savoir en profiter, quoi. D'accord. Richard, Pierre, comment tu vois le marché? Puis on laissera conclure Richard, ou Richard, on laissera conclure Pierre, c'est vous qui voyez. Vas-y, Richard, Vas-y, je t'en Richard. prie. Moi, je suis un peu comme vous, hein, je suis observateur. Je, on a un range globalement sur les marchés européens qui aura du mal à pousser vers le haut tant que cette fameuse macroéconomie n'aura pas donné ses réponses. Moi, je pense au taux d'intérêt, qui quand même sont essentiels, hein, faut vraiment qu'on l'entende. Ça y est, l'inflation, on a compris que c'était pas grave. C'est un élément important, mais pas grave. Quand on est arrivé à 6, 7, c'est rien. Les vieux comme moi, ils savent très bien qu'on est monté à 15 fut un temps. Ça, c'était beaucoup plus grave. Et avec aussi des conséquences positives. Je rappelle quand même que les dettes des pays, en proportion du PIB, sont en train de baisser. Hmm. Et personne n'en parle, hein. Et c'est encore du négativisme, ça, hein.
les dettes des pays les plus endettés sont en train de baisser parce que l'inflation a provoqué un écrasement des dettes. Donc, si tu veux, globalement, moi, les peurs disparaissent, ce qui voudrait dire que globalement, je ne vois pas une grande baisse. Mais j'aimerais bien quand même que le marché nous price cette petite récessionnette, cette baisse d'activité, ce ralentissement économique. Alors en Europe, ça devient une récession parce qu'on est tellement bas que quand on baisse un peu, on se passe en négatif. Mais aux États-Unis, une baisse aussi. Et j'aimerais bien que ce soit pricé pour nous redonner de l'allant, des positions intéressantes. Mais si c'est ce cas-là, ça baissera sur certains indices, ça baissera pas sur d'autres. Et là, je rejoins Xav. Alors peut-être pas sur les small, mais moi je pense que oui quand même. Les small, on a été bas. On peut refaire un plus bas. On peut aller refaire un stress un peu plus bas. Mais ce serait des opportunités exceptionnelles pour aller acheter de la small. Mais moi, comme je suis sur des valeurs qui sont plutôt un peu particulières, j'ai plutôt des tendances haussières partout. Donc j'étais plutôt dans un range, moi, sur 2023. Donc je vois plutôt des accélérations sur toute la partie croissance. C'est-à-dire qu'on va avoir des distorsions sectorielles et des thématiques qui vont prendre le dessus avec d'autres. Moi, je trouve que il y a pas mal de dossiers qui sont hauts, notamment des indices comme celui de la France. Il peut être impacté négativement. Moi, je vois que les banques, elles montent toutes. Le CAC 40 est monté grâce aux banques en ce moment, hein. Et pour la première fois depuis très longtemps, il n'est pas monté grâce au luxe. C'est pas le luxe qui a fait monter le CAC 40. Donc on voit bien que les secteurs, il y a des jeux de secteurs qui sont hyper importants. Et pour moi, l'année 2024, ce sera ça. J'aimerais bien une baisse qui permette de reprendre des positions. Et puis il y aura certainement une baisse sur la deuxième partie de l'année au moment du stress de marché sur les élections américaines. Moi, j'en suis convaincu que la rentrée sera, comme très souvent les années d'élections américaines, sera baissière. Mais tu vois, hein, je rejette de plus en plus, je rejette l'idée d'un range long terme, notamment sur Nasdaq, sur les US. On est plutôt haut et il n'y a pas de justification pour retomber très bas, comme on a vécu en 2022. Donc, des corrections à acheter. Voilà. Je suis donc je suis j'espère vraiment une petite correction et acheteur. Donc finalement, qu'est-ce que je suis? Je suis positif, quoi. Ok. Je suis assez positif. On conclut avec Pierre. Oui, alors bon, moi pour faire écho à ce que disaient Xavier et Richard, pour l'instant le narratif, le sentiment de marché il est haussier. Que ça soit techniquement, ça se défend. Alors même si là on est sur 2-3 jours de consolidation, là, sur les indices européens par exemple, voilà, on est à la hausse. Techniquement, on est sur des belles configurations. On est peut-être même quasiment un peu trop haut. On peut peut-être s'attendre à une légère correction. Moi, là où j'ai un problème, par contre, c'est que je trouve que on a beaucoup acheté le marché assez vite sur des anticipations long terme. Et ça ouvre toujours la porte quand même. J'ai le sentiment que ces catalystes haussiers avec lesquels on a acheté le marché, quand je dis on, c'est l'ensemble des investisseurs, vont s'essouffler à un moment donné. Et que les investisseurs auront besoin de nouveaux catalystes haussiers ou alors de preuves justement qu'ils avaient eu raison de pricer le marché dans ce sens-là, de preuves tangibles. Quand je parle de preuves tangibles, je parle de baisse des taux, de choses vraiment factuelles, pour continuer à emmener le marché sur des nouveaux plus hauts. Et là-dessus, j'ai quelques doutes pour 2024. Je pense quand même que le marché a réagi un peu trop rapidement et que le problème inflationniste, même si l'inflation a baissé, il reste encore là. Parce que, alors oui, effectivement, le bilan de la Fed a un petit peu baissé, mais enfin bon, on est loin du tapering à 100% qu'on nous avait promis. La dette des États par rapport à leur PIB a baissé, c'est vrai, en Europe, tu le disais Richard, mais enfin, on reste quand même plus haut que là où on était en 2020. Oui. Mais c'est bien, ça a baissé quand même, c'est pas mal. Voilà, ça a baissé un petit peu. Aux États-Unis, ça n'a pas baissé. On est toujours à 130% du PIB quasiment. Oui, mais ça n'a pas monté. Alors que tout le monde dit que ça explose. Oui, mais le PIB explose. Oui, non, mais ça n'a pas monté très bien. Mais je veux dire, bon, ça baisse pas, quoi. Et on est sur des plus hauts historiques, tu vois. Donc, je veux dire, pour moi, le problème de la dette reste un problème. Il est loin d'être résolu. Donc, voilà, c'est pour ça, je pense quand même que les problèmes de géopolitique qu'on a évoqués au cours de cette session mettent un petit pansement ou en tout cas un léger masque sur le problème inflationniste qui reste quand même sous-jacent. Effectivement, l'inflation descend. Et encore, là, j'ai vérifié pendant qu'on discutait, elle est ressortie comme attendu en Europe ce matin à 2,4%. 2,4, c'est rien. Voilà.
C'est rien, bon. Effectivement, par rapport à ce qu'on a connu sur les 2 dernières années, oui, c'est rien, je suis d'accord. Mais bon, voilà, je répète, les banques centrales ont quand même. Je suis désolé, à chaque fois je balance le même couplet, hein. Mais les banques centrales ont injecté des liquidités massives dans le système. Elles les ont toujours pas récupérées. Aux États-Unis, on commence un petit peu, le bilan de la Fed commence à diminuer un peu, mais enfin, on est toujours loin de ce qu'on nous avait promis encore une fois. Donc, voilà, pour résumer, je ne veux pas être trop long. Moi, pour 2024, alors pour l'instant, les situations techniques et macro continuent d'alimenter le sentiment de marché à la hausse, c'est vrai. Mais pour 2024, il y a plus de risques à la baisse qu'autre chose, en tout cas sur le premier semestre. Alors, je ne parle pas d'un crack des marchés, hein, mais le risque correctif augmente légèrement jour après jour. Parce qu'on a énormément pricé ce qu'on attend à long terme, notamment baisse des taux, fin des cycles de resserrement monétaire. Et peut-être qu'il y aura un petit retour de bâton. Alors peut-être, comme le disait Richard, ce sera l'occasion de rempiler. Hein, parce que c'est vrai qu'on est monté haut, hein, on est monté très fort depuis fin octobre, début novembre. Là. Donc on verra. Mais attention, voilà, c'est peut-être pas le moment, là, tout de suite, de continuer à acheter les marchés sur du long terme. Voilà, il va y avoir un retour de bâton à un moment donné. Donc voilà, je suis un peu mitigé. Je pense que les risques à la baisse augmentent progressivement chaque jour. Je suis pas en train d'annoncer un crack, attention. De toute façon, c'est les marchés obligataires qui donneront le ton. Et pour l'instant, on a des taux à 10 ans américains en dessous des 4% en tendance baissière. On a des marchés obligataires en Europe qui continuent de monter. Donc évidemment que c'est pas le moment de shorter les marchés non plus. Mais voilà, attention. Donc on verra au premier trimestre 2024. Je pense que ce sera un bon moment pour faire un point tous ensemble. Ben merci messieurs, merci pour cet échange qui a été très riche aujourd'hui. Hein. On s'était pas vu depuis 3 mois, alors que normalement on essaie de faire tous les 2 mois, mais bon. Donc voilà, c'est la fin de l'année 2023. Encore merci pour être venu échanger sur Pépitor 5 fois, ça y est, si je dis pas de bêtises. Hein. Et puis, j'espère compter sur vous l'an prochain et qu'on voit un peu si on a dit des bêtises ou beaucoup de bêtises ou pas trop, quoi. Est-ce que vous avez des résolutions pour l'année prochaine? Allez, finis sur une petite note un peu marrante, là. Ah, là, plus personne parle, hein, d'un coup. Hein. Allô, j'entends pas, là. Allô? Allô? Des résolutions Ça sert à quoi, vu que le 15 janvier, on les a déjà oubliés? Je sais pas, on verra. Ok. Bon, joyeuses fêtes à tous alors, joyeux Noël, on se voit l'an prochain. Merci Pierre de chez Active Trade, toujours de plus en plus fort avec TradingView et des nouveautés l'an prochain. Merci Pierre. Ouais. Merci à toi Denis, et puis on en reparlera sur ta chaîne avec plaisir si tu es d'accord, hein, évidemment, mais en tout cas, toujours un plaisir d'être avec vous trois. Merci Xavier, toujours sur le salon MTT et puis tous les samedis pour faire son petit débrief hebdomadaire des actions sur Pépitor. Merci Xavier. Yes. Merci à tous, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine en forme. Et merci Ricardo, toujours avec sa formation et sa chaîne YouTube Fondamentalement Bourse. Merci Richard. Salut, merci à tous. Bonne fête. Merci, Noël. Bonne fête. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires et faites sonner la cloche. Ciao à tous, au revoir.